Donc ce soir, deux invités. Je commence par Marion Alboulati, qui est donc médecin épidémiologiste, chercheuse à l'Université de Poitiers, qui a fait une thèse sur les perturbateurs endocriniens pendant la grossesse et qui fait maintenant un travail de prévention et d'intervention chez les femmes enceintes au sujet des perturbateurs endocriniens. Et André Cicolella, que je ne vous présente plus, puisqu'il est venu plusieurs fois à Rochefort, il est venu nous soutenir dans notre combat contre l'incinérateur. C'est donc un lanceur d'alerte. Il a un rôle très important. C'est lui qui a permis l'interdiction en France du bisphénol A. Nous sommes le seul pays à interdire ce produit qui est très toxique et qui est un des perturbateurs endocriniens les plus connus. Il est à l'origine de la stratégie des perturbateurs endocriniens, la stratégie nationale des perturbateurs endocriniens, donc c'est un rôle très important. Juste à ce propos-là, il y a au fond de la salle une vente d'un livre, du dernier livre d'André, Cancer du sein pour en finir avec l'épidémie. D'abord, c'est un livre très utile, très intéressant, et la dernière chose, c'est une façon de financer notre action. Nous sommes une petite association et nous faisons partie d'un réseau qui est national, et il est très important d'avoir du poids au niveau national et on a besoin d'argent pour cela, pour organiser des réunions, pour être présent partout et de faire un travail du bon côté du loup. Donc je ne vais pas être très très long, je vais laisser la parole d'abord à Marion Alboulati, puis après à André Cicolella. Les questions seront à la fin. Voilà, je vous remercie. Bien, bonsoir. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne? Bien, bonsoir. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à vous faire cette présentation sur les effets des perturbateurs endocriniens et effectivement sur une partie que je développe énormément actuellement, qui est la prévention de l'exposition à ces molécules auprès des femmes enceintes. Alors vous l'avez dit, je fais partie d'une équipe de recherche qui s'appelle EDEX. Alors c'est un acronyme anglais mais qui symbolise santé environnementale, exposome et perturbateurs endocriniens, et qui est une équipe qui appartient à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, dont certaines équipes sont au CHU de Poitiers. Alors, juste avant de démarrer, peut-être vous dire ce que c'est que l'exposome, puisque ça fait partie du titre de notre équipe et que de plus en plus, c'est un terme qui est utilisé. Il s'agit de la mesure cumulée de l'exposition tout au long de sa vie qui va générer éventuellement des effets sur la santé, et donc il va être très important de mesurer, certes, l'exposition à des polluants chimiques de l'environnement, mais bien sûr l'ensemble des expositions alimentaires ou autres que peut avoir l'individu au cours de sa vie. Alors pour démarrer, je vais commencer par rappeler la définition très brève des perturbateurs endocriniens. Vous le voyez sur cette diapositive, ce sont des molécules chimiques tout simplement qui interfèrent avec notre système endocrinien, c'est-à-dire avec l'ensemble des glandes de notre organisme, des glandes dites endocrines qui régulent les grandes fonctions que sont le développement, la croissance de nos cellules, ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors ça c'est un terme un peu compliqué, mais en gros comment fonctionne notre corps et comment nos organes peuvent fonctionner entre eux. Alors vous le voyez, ces glandes sont dans différentes sphères, la sphère neurologique au niveau du cerveau, au niveau de la thyroïde, au niveau du système digestif, le pancréas et les glandes surrénales, et également au niveau du système reproducteur avec les ovaires et les testicules. Alors, naturellement, ces glandes endocrines sécrètent des hormones que vous voyez symbolisées ici en violet. Ces hormones qui vont se fixer sur des récepteurs de cellules cibles, donc par exemple d'un organe en vue de son développement. Et les perturbateurs endocriniens vont agir de différentes façons. La première, c'est de se mettre à la place des hormones naturelles, de mimer leur action et donc finalement de faire comme s'il s'agissait d'une hormone naturelle. La deuxième, c'est au contraire d'inhiber, puisque en bloquant le site de liaison au récepteur, on bloque finalement le processus naturel hormonal habituel. Et une troisième voie d'action des perturbateurs endocriniens, c'est le blocage pur et dur de la synthèse des hormones et de la synthèse des récepteurs. Alors, où sont ces perturbateurs endocriniens? Eh bien, je vais déjà vous répondre en vous disant qu'ils sont absolument partout, puisqu'on va essayer d'en lister certains. Je ne vais absolument pas être exhaustive. On peut citer d'abord certains pesticides que l'on retrouve bien sûr dans nos fruits et nos légumes.
On peut citer le bisphénol A, effectivement, dont vous avez déjà parlé, qui est un polymère de la fabrication des résines époxy que l'on retrouve à l'intérieur de nos conserves, enfin que l'on retrouvait puisqu'une loi interdit cela depuis peu. On les retrouve également dans les canalisations en PVC des réseaux de distribution d'eau. On les retrouvait également dans les tickets de caisse. Il y a eu un long débat sur ce sujet. Et dans les emballages alimentaires divers et variés, dont les emballages plastiques. On peut citer également les parabènes, qui sont une famille de molécules qui ont des propriétés conservatrices très intéressantes, c'est-à-dire qu'ils évitent la prolifération de bactéries ou de champignons. Donc ils sont largement utilisés à la fois dans les produits cosmétiques, mais également dans les médicaments. On peut citer également les éthers de glycol qui ont également des propriétés très intéressantes et que l'on retrouve dans les peintures puisqu'ils sont solvants, détergents, etc. et dans plein de produits de consommation. Là, je ne peux pas tout citer évidemment tellement ils sont utilisés. Les composés perfluorés qui ont des propriétés de protection par rapport à la chaleur, donc on les retrouve, vous voyez ici, dans des images de produits fast-food ou autres. On peut citer également les phtalates qui ont été très médiatisés, en tout cas dans le milieu dans lequel je travaille, qui est l'hôpital, puisqu'on les retrouve dans les dispositifs médicaux. Ils ont des propriétés de souplesse de plastique qui fait que on les retrouve dans nos tubulures notamment, et également dans les jouets des enfants. Enfin, je vais citer les retardateurs de flamme qui permettent de diminuer les risques d'inflammation de certains produits. Et donc, vous voyez sur cette photo qu'on les retrouve dans les produits textiles. Alors tous ces produits de notre quotidien, effectivement, nous y sommes exposés par différentes voies puisqu'ils sont présents absolument dans tous les milieux, l'alimentation, l'air, les poussières, l'eau, les sols, et donc ils pénètrent dans notre corps via différentes voies, la voie respiratoire, la voie alimentaire et aussi la voie cutanée. Alors que font-ils ces perturbateurs endocriniens? Vous le savez, ils sont à l'origine de nombreux débats dans la communauté scientifique, mais en tout cas un rapport de 2012 a pu faire l'état de toutes les études qui avaient été menées à la fois chez l'animal et chez l'homme, et on décrit un certain nombre de troubles qui sont bien sûr en rapport avec le système endocrinien que je vous ai présenté tout à l'heure, des troubles neurocomportementaux. Alors classiquement c'est par exemple l'autisme ou la diminution du quotient intellectuel, les troubles immunitaires qui font qu'il y a une augmentation du risque d'allergie par exemple, les cancers, je pense qu'André Sicolila reviendra beaucoup sur ce sujet, donc cancer du sein, de l'endomètre, des ovaires, de la prostate, des testicules et de la thyroïde. Également ce qu'on appelle les troubles métaboliques, donc une augmentation du risque de diabète de type 2 ou de l'obésité, mais également, je ne l'ai pas écrit, mais du risque de maladies cardiovasculaires. Notamment, dans l'équipe, on a fait un travail là, sur les complications cardiovasculaires des patients diabétiques de type 2. Effectivement, être exposé à ces molécules semblerait augmenter le risque de complications. Également des troubles au niveau du développement fœtal, à savoir des enfants exposés qui naîtraient plus tôt, donc prématurément, et de plus faible poids de naissance. Et enfin, et je vais surtout développer cet aspect-là puisque ça a été la commande qui m'a été faite, des troubles au niveau de la sphère génitale avec une augmentation du risque de malformation génitale, donc ce que je vais appeler les cryptorchidie et l'hypospadiasme, mais je vais revenir sur ces définitions, de puberté précoce et de diminution de la qualité du sperme. Alors, diminution de la qualité du sperme, c'est vraiment ce qui a été à l'origine, je dirais, de la médiatisation ou de la prise de conscience de ce sujet, et notamment grâce à une dame, Madame Théo Colborn, vous voyez ici, qui a écrit un livre en 1996, qui en français a un titre tout à fait évocateur, L'homme en voie de disparition, qui en anglais s'appelait Our Stolen Future, notre futur volé, et qui rassemble un certain nombre d'observations inquiétantes, tant dans le monde animal que dans le monde humain. Des observations inquiétantes, notamment chez les oiseaux. Elle observait des oiseaux sans libido, des oisillons dimorphes, également des coquilles d'œufs d'oiseaux, vous voyez ici, qui exposés à un pesticide qui est le DDT, avaient une coquille beaucoup plus fine que normalement. Et ça, c'est une observation d'une de ses collègues, Rachel Carlson, qui a écrit un livre qui a été très médiatisé et qui a été vraiment à l'origine de certaines mesures de prévention, notamment la suppression pure et dure du DDT, qui était un pesticide beaucoup utilisé dans la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre le paludisme. Donc toutes ces observations animales ont été bien sûr complétées
par des observations locales, et je ne pouvais pas venir ici à Rochefort sans vous présenter aussi ce qui a été finalement notre contribution à l'identification du problème des perturbateurs endocriniens dans le monde, puisque pas loin de nous, dans le bassin d'Arcachon, il y a eu une grosse prise de conscience autour du tributyléthane, qui est un composant des peintures qui était positionné sur les bateaux de manière à éviter la prolifération de mousse. Et donc dans ces eaux, il y avait des poissons, mais également du tributyléthane. Donc peut-être vous êtes baigné dans ces eaux polluées. Et la prise de conscience a eu lieu parce qu'on s'est rendu compte que les coquilles d'huîtres étaient anormalement constituées, avec un chambrage important. Et donc il y avait un enjeu économique très important derrière. Mais quand on y regardait de plus près d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue, je dirais, écologique, on s'apercevait que les bigorneaux, les gastéropodes, avaient finalement deux sexes. On pouvait voir à la fois un ovaire et à la fois un pénis sur ces molécules, sur ces entités, ce qui n'était absolument pas normal, évidemment. D'autres observations animales, à savoir, pareil, les mêmes observations chez la grenouille aux États-Unis, notamment suite à une exposition à l'atrazine, donc avec un hermaphrodisme des grenouilles assez conséquent. Et puis Jean-Loup Guillette a pu publier des observations autour des micro-pénis des alligators dans les lacs de Floride, et en mettant ça en relation avec des compositions, des concentrations de perturbateurs endocriniens importantes dans ces lacs. Alors ça c'est les observations animales, et parallèlement à ça, sans que les personnes ne se connaissent ou les scientifiques ne se connaissent à ce moment-là, un professeur de biologie moléculaire a constaté curieusement que dans ces boîtes en plastique dans lesquelles elle mettait en culture des cellules cancéreuses, elle a constaté que qu'elle rajoute des hormones pour stimuler la prolifération des cellules ou pas, ça donnait le même résultat, il y avait prolifération dans les deux cas. Donc elle s'est interrogée, qu'est-ce qui se passe? Elle a refait ces manipulations plusieurs fois, jusqu'à comprendre qu'effectivement les boîtes en plastique elles-mêmes contenaient des hormones, donc des perturbateurs endocriniens à l'origine de la prolifération des cellules tumorales. Alors chez l'homme, également des observations qui ont été à l'origine de cette prise de conscience, et je vous mets ici la plus importante, qui est la contribution d'une équipe danoise dans l'observation de la diminution de la qualité du sperme, c'est-à-dire concrètement dans la diminution de la concentration en spermatozoïdes, avec une diminution de plus de 50%. Vous voyez, en 1930, les hommes avaient à peu près 113 millions de spermatozoïdes par millilitre, et 50 ans plus tard, cette concentration était autour de 66 millions. A priori, une diminution de 1% par an, extrêmement linéaire. Donc ce résultat a fait vraiment un tollé général dans la communauté scientifique, et c'était en 1992. Il aura fallu 5 ans pour que ce résultat soit confirmé, puisque vraiment c'était tellement important qu'il y avait beaucoup de doutes, et puis évidemment beaucoup de limites, parce qu'il y a toujours des limites dans les études que l'on peut mener chez l'homme. Et il aura fallu 5 ans pour qu'une épidémiologiste américaine confirme largement ce résultat, qui depuis, puisqu'elle l'a confirmé en 97, mais depuis, nous avons confirmé, toute la communauté scientifique a largement confirmé ce résultat, y compris en France. Et je reviendrai d'ailleurs sur les données françaises. Ces résultats ont été d'ailleurs à l'origine de la définition d'une nouvelle maladie que l'on peut complètement mettre en lien avec les perturbateurs endocriniens, une maladie que l'on appelle le syndrome de dyginésie testiculaire. Alors c'est un peu un terme barbare, juste pour expliquer qu'il s'agit de la combinaison de cette fameuse Cryptor Killy, qui est en fait une non-descente des testicules pendant la vie fœtale, et si bien que les enfants, les petits garçons, naissent avec des testicules qui ne sont pas du tout en position normale dans les bourses. Associé à ça avec des hypospadias, c'est-à-dire une ouverture, vous voyez, du méa urétral qui normalement est symbolisé par la figure que vous voyez à droite, et qui en fait à la naissance s'est constatée par une augmentation du nombre d'enfants avec cette malformation. Et on discutait tout à l'heure avec des collègues généralistes sur le fait que dans sa patientèle, avant on en voyait très très peu, et aujourd'hui ça devient de plus en plus important. Associé à ça, on observe également donc des troubles de la qualité du sperme et le cancer du testicule. Donc ces 4 composantes constituent le syndrome de dyginésie testiculaire, qui est une maladie que moi-même je n'ai pas appris dans mes cours à la faculté de médecine, que mes collègues non plus, et ça montre bien qu'on est là en train de découvrir des nouvelles maladies. Alors en France, qu'en est-il? Je vous ai mis ici une diapositive qui symbolise la diminution, l'évolution
en 17 ans, entre 1989 et 2005, de la diminution de la concentration en spermatozoïdes. Donc plus la figure est colorée en rouge, plus la diminution est importante. Ce sont des données qui ont été publiées assez récemment, vous voyez, en 2014, et qui ont eu un retentissement international, parce que vous voyez que notre région, notre Nouvelle-Aquitaine, elle est bien mise en avant, avec une diminution des spermatozoïdes extrêmement importante. Et si on fait le parallèle avec qu'est-ce qui se passe dans cette région, effectivement, nous avons une région assez agricole, la première région agricole de France, qui est très centrée sur l'horticulture et les vignes, hein, puisque maintenant nous avons intégré l'Aquitaine. Et quand on regarde les données, l'état des lieux de santé-environnement qu'a produit l'Observatoire régional de santé Aquitaine, Grande Aquitaine, tout récemment, hein, là je vous montre des données qui ont été présentées il y a 15 jours dans le cadre du plan régional santé-environnement, eh bien on voit bien que les dépenses en phytosanitaire, donc en pesticides, sont totalement superposables avec les données de santé que je vous ai présentées tout à l'heure, puisque nous sommes une des régions qui consommons le plus de pesticides. Alors, autre argument, s'il fallait, pour vous convaincre de ces effets des perturbateurs endocriniens, et ce n'est pas le moindre, c'est l'expérience terrible du Distilbène, cet accident Distilbène, qui est en fait un médicament qui a été prescrit dans les années 70 auprès de femmes enceintes qui avaient un risque d'accoucher prématurément. Et comme c'est un médicament œstrogénomimétique, ça pouvait réduire les contractions utérines et réduire le risque d'accoucher prématurément. Et si vous observez la formule chimique du Distilbène, eh bien vous reconnaîtrez qu'elle est assez proche du Distilbène. Et la petite histoire dit qu'à l'époque, effectivement, les industriels de la pharmacie avaient hésité entre ces deux produits. Or, le Distilbène s'est soldé très rapidement, vous voyez, je vous montre ici une publication des années 70, très rapidement par la survenue de cancers du vagin chez les mères exposées, mais également chez leurs enfants. Et aujourd'hui, on est en mesure, vous voyez, 50 ans après, de montrer, 40 ans après, pardon, de montrer qu'il y a aussi des effets chez les petits-fils et les petites-filles exposées, puisque surviennent un nombre anormal de malformations génitales, d'infertilité et de cancer de l'utérus ou du sein chez ces enfants dont les grands-mères avaient été exposées. Il y a donc un effet transgénérationnel que j'ai symbolisé par ces poupées russes, qui a également été décrit récemment avec le DDT, ce fameux DDT dont Rachel Carson a pu obtenir l'interdiction à force de combats et de lobbying et de plaidoyer. Eh bien, ce DDT, aujourd'hui, on sait que les petites filles exposées, enfin les filles des mères exposées pendant la Seconde Guerre mondiale, ont plus de cancer du sein que les filles non exposées. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça? Et je crois que ça, c'est le cœur de cette présentation et qui va vous expliquer pourquoi je focalise sur les femmes enceintes dans mes actions de prévention. C'est cette fameuse hypothèse de l'origine développementale des maladies et de la santé, à savoir qu'une exposition pendant la grossesse et dans ce qu'on dit, on a tendance à dire les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, va être à l'origine de troubles qui vont se manifester, pas tout de suite, ils vont se manifester soit à la puberté, soit durant la vie adulte, soit au début de la vieillesse ou plus tard, donc avec les différentes pathologies que je vous ai décrites. Et ça va se manifester chez l'individu, mais également sur sa descendance. Alors là, c'est une diapositive très compliquée. J'ai essayé de trouver un schéma un peu simple, mais je n'ai pas trouvé encore à ce jour qui me satisfasse. L'idée, c'est de vous dire comment ça agit et surtout de vous donner de l'espoir. Parce que là, je pense que je vous ai un peu fait peur. Mais vous donnez beaucoup d'espoir parce que la recherche avance. Et la recherche arrive de plus en plus à comprendre comment ça fonctionne. Alors, ça fonctionne avec des mécanismes dits épigénétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué. Donc peut-être vous reconnaissez notre ADN, hein, c'est-à-dire notre identité, nos gènes, hein, c'est ce qui est immuable, c'est ce qui ne changera pas et c'est ce qui fait que nous sommes nous. Mais dans ces gènes, en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il y aurait des mécanismes de marque, comme s'il y avait des espèces de chapeaux qui viendraient se surplomber le gène, qui empêcheraient du coup sa lecture et le fait qu'on puisse se développer normalement. Et donc c'est ce qui est symbolisé ici par l'élément en rouge. Et cette publication montre plutôt l'action du stress, parce que ce que je vous explique là, ce n'est absolument pas spécifique des perturbateurs endocriniens. Toutes les expositions, d'où l'intérêt de parler d'exposome, toutes les expositions fonctionneraient sur ce modèle-là.
Et donc la bonne nouvelle, je vous l'ai dit, il y en a une, c'est que ces mécanismes sont réversibles. Si on arrête de s'exposer, si on a plutôt des comportements favorables, vous voyez ici qui sont décrits comme le sport, la relaxation, le bien-être, eh bien ces fameuses marques qui empêchent la lecture du gène disparaissent et le gène est relu normalement. Et donc ça c'est une excellente nouvelle parce qu'on sort complètement de cette espèce de fatalisme lié à nos gènes et on voit bien que nos comportements de santé vont vraiment jouer sur notre patrimoine génétique et on parle aujourd'hui d'interaction gène-environnement. Alors, avant de conclure cette partie sur les effets, je voudrais vous dire que donc, tous les travaux de Theo Colborn et toutes ces recherches de scientifiques divers et variés, de spécialités différentes, ont amené à une déclaration, donc il y a quand même, si je ne me trompe pas, 30 ans, plus de 30 ans de ça, où les chercheurs ont pu dire « Nous savons avec certitude qu'il y a des effets ». Que les produits chimiques libérés dans la nature sont capables de dérégler le système endocrinien. Nous le savons. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on le sait. Et nous estimons extrêmement probable qu'à moins d'un contrôle rapide de la contamination de l'environnement, des dysfonctionnements généralisés à l'échelle de la population sont possibles. Eh bien aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on débute une prise de conscience. Le contrôle rapide, je ne pense pas qu'on l'ait effectué juste après 91, mais en tout cas, on commence à réagir et à commencer à agir. Et c'est ce que moi, j'ai voulu faire en tant qu'épidémiologiste, parce que je trouvais que j'avais suffisamment d'arguments dans la littérature pour être convaincue du risque. Donc maintenant, il fallait plutôt agir, et avec cette bonne nouvelle qu'il y avait une réversibilité possible. Donc je vais vous présenter maintenant plutôt la partie optimiste, on va dire, la partie prévention, comment on fait pour agir, et vous allez voir qu'on a plein de possibilités. Alors, personnellement, j'ai choisi d'agir sur une population que sont les femmes enceintes, vous avez compris pourquoi. Non pas qu'elles soient plus exposées que la population générale, hein. Les données de dosage des perturbateurs endocriniens dans leurs urines, dans leur lait et dans différentes matrices comme le placenta ou autres montrent qu'elles sont exposées, mais je dirais comme toute la population générale. Mais en revanche, on voit bien l'enjeu à travers la vulnérabilité de cet effet qui passe de génération en génération. Ceci dit, un chiffre important quand même intéressant, une publication assez récente montre qu'elle serait exposée à près de 163 molécules chimiques différentes. Alors du coup, nous, au CHU de Poitiers, on a voulu mener l'enquête, on a voulu savoir comment on pouvait réduire l'exposition des femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens. Et donc, je vais vous présenter un petit peu nos différents travaux rapidement pour que vous ayez une idée de par où ça commence. Et effectivement, ça commence déjà par être avec vous ce soir. Cette étude, elle s'appelle PREVED, pour Pregnancy Prevention Endocrine Disruptor, donc grossesse, prévention et perturbateurs endocriniens. Et il s'agit d'aller regarder le point de vue de tout le monde, c'est-à-dire de regarder bien sûr le point de vue de la femme enceinte, pourquoi s'expose-t-elle, est-elle informée du risque, comment perçoit-elle ce risque, mais également des professionnels de santé. Donc je sais que dans la salle il y a beaucoup de professionnels de santé et j'en fais partie, et c'est vrai que ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas forcément été formé, donc je vais revenir largement sur ce point. Également des acteurs de terrain qui, eux, ont cette fibre, cette sensibilité, sans forcément avoir les arguments scientifiques que je vous ai tous présentés, mais ils ont envie d'agir et ils sentent qu'il faut y aller. Donc beaucoup de choses se passent de ce côté-là. Et puis les décideurs, que j'ai symbolisés par un hockey positif, qui effectivement doivent être associés dans cette lutte contre l'exposition que l'on subit tous. Alors, d'abord, les femmes enceintes, j'ai voulu savoir si elles connaissaient les perturbateurs endocriniens. Vous, si vous êtes là ce soir, c'est que probablement vous en avez déjà entendu parler. Mais quand j'ai interrogé 300 femmes enceintes du CHU de Poitiers et des environs, je me suis rendu compte que quand même, il y en avait un peu plus de la moitié qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Et même quand on leur parlait de perturbateurs hormonaux, molécules chimiques, etc., ça ne leur disait rien. Et c'est une donnée qui est tout à fait comparable à ce que le baromètre santé-environnement, qui est également une publication toute récente, là, d'il y a 15 jours, de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a montré, à savoir que la population de notre nouvelle région, pareil, n'a pas forcément, à moitié, n'a jamais entendu parler de ce sujet. Alors, ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu comment, par quel biais, les femmes enceintes avaient entendu parler de ce sujet, si c'était le cas. Et bon, vous voyez tout de suite que ce qui ressort, c'est les médias. Les médias, la télé, Internet, la radio, les magazines, également les relations personnelles, les amis, mais pas du tout le milieu médical. Et c'est là-dessus que je vais du coup rebondir, puisque parallèlement à ça, j'ai pu observer que 70% des habitants de notre région
considère les professionnels de santé comme des acteurs les mieux placés pour répondre aux questions de santé-environnement. Donc il y a quand même une distorsion entre le fait que ce sont des professionnels qui visiblement n'informent pas ces femmes, et en même temps on attend beaucoup de leur part. Alors du coup, je me suis intéressée aux professionnels de santé pour savoir quelles étaient leurs connaissances en la matière, quelles étaient leurs attitudes. Et j'ai été très intéressée de voir que ça avait été déjà questionné dans le monde, puisque vous avez ici deux travaux qui sont assez récents, de décembre 2015, mais 2 travaux qui montrent un petit peu l'état d'esprit des professionnels de santé au sens large, donc médecins généralistes, obstétriciens, sages-femmes, infirmières, puéricultrices, pour savoir un petit peu quels étaient leurs points de vue sur ce sujet. Unanimement, tous considèrent que c'est important. Ceci dit, ils sont très très peu à l'aborder en consultation. Très très peu, je crois moins de 10% l'abordent en consultation. Alors pourquoi ? Alors qu'en tant que citoyens, ils sont sensibilisés, en tant que citoyens, ils sont convaincus. Pourquoi en tant que professionnels, ils ne l'abordent pas ? Mais tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, ils ne se sentent pas formés, ce n'est pas quelque chose qu'on leur a appris dans leurs études. Donc du coup, ils ne savent pas comment faire, ça ne fait pas partie des recommandations. Donc du coup, ça passe à la trappe par rapport à l'ensemble des autres risques à aborder, à commencer par le tabac et l'alcool. Alors du coup, moi j'ai voulu aller voir si c'était la même chose en France, parce que je trouvais ça intéressant d'aller vérifier ça, parce que peut-être que les obstétriciens américains ou les sages-femmes américaines n'ont pas le même mode de fonctionnement que nous. Donc on a mené une étude auprès des professionnels de la protection maternelle et infantile. Donc ce qui était bien, c'est qu'il y avait des sages-femmes, des puéricultrices, des médecins généralistes, des gynécologues obstétriciens. Et ce qui a été frappant de voir, c'est qu'effectivement, dans un contexte non professionnel, quand on avait des discussions autour de qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui se passe avec vos adolescents, qu'est-ce qui se passe avec votre mari, la connaissance des risques était bonne. C'est-à-dire tout de suite, les risques étaient listés, les solutions adoptées étaient mises en œuvre dans leur vie personnelle. Mais quand on les remettait en posture professionnelle, en leur disant, bon, maintenant vous arrivez chez une patiente, dans la chambre du bébé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez ? Et en fait, là, les risques chimiques disparaissaient totalement au profit des risques biologiques, donc l'hygiène. Il faut que le biberon soit bien lavé. Mais qu'il contienne du bisphénol A ou pas, ça passait complètement à la trappe. Et ce qui était vraiment fort, c'était les accidents domestiques. Attention, le biberon, il peut tomber sur la tête du bébé, attention, voilà. Donc ça a été vraiment extrêmement intéressant à observer, et ça nous fait dire qu'il va falloir faire un sacré travail de formation initiale. Alors moi, je suis enseignante à la faculté de médecine, donc je peux vous dire que ce sont des choses qui vont fortement m'occuper, et avec notre collègue Sylvie Rabouin et Virginie Migeot, on participe, et Sylvie Rabouin a monté une unité d'enseignement justement santé environnementale, qui aujourd'hui malheureusement n'est ouverte que pour les pharmaciens et sages-femmes, mais je ne désespère pas de pouvoir y associer certains collègues médecins. Donc ça, effectivement, on a un gros chantier là-dessus. On évoquait tout à l'heure la formation médicale continue, donc c'est un peu ce qu'on fait ici, mais on pourra peut-être le refaire sous d'autres formes. Et puis également, il me semble, la Haute Autorité de Santé devrait intégrer dans ses recommandations professionnelles, qui sont baptisées « Comment mieux informer les femmes enceintes », tous les aspects des risques émergents. Là, je vais bien au-delà des perturbateurs endocriniens, puisque c'est assez focalisé sur les risques classiques, tabac, alcool, qui sont largement intégrés par les femmes enceintes. Alors néanmoins, un élément qui me tenait à cœur, c'était de vérifier qu'on n'était pas juste dans l'information et la prescription, parce que combien d'entre nous savons qu'il ne faut pas rouler vite, il ne faut pas fumer, il ne faut pas machin, il ne faut pas truc, et pourtant on ne le fait pas. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'aller un peu plus loin et de regarder pourquoi, alors que l'on sait qu'on est exposé, alors que l'on sait que c'est risqué, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Alors d'abord, on s'est intéressé à savoir si ça faisait peur. Alors on sait que quand il y a de l'anxiété, il y a du déni. Eh bien oui, ça fait peur. Dès qu'on parle de risque et qu'il n'y a pas de solutions qui sont abordées tout de suite, ça fait peur, et du coup les oreilles se ferment, et du coup on ne veut plus rien entendre, on a trop peur, on est dans le fatalisme. Et donc effectivement, sur les 300 femmes enceintes qu'on a interrogées, on a pu observer qu'avant et après le questionnaire, qui sensibilisait beaucoup au sujet, il y avait une augmentation significative du degré d'anxiété. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est parmi les plus inquiétants pour la population de notre région. Vous voyez, les pesticides sont en tête de liste, mais dans les pesticides, il y a des perturbateurs endocriniens. La pollution des sols, la pollution de l'air extérieur et les perturbateurs endocriniens arrivent en 4e position, devant le monoxyde de carbone, les métaux lourds, l'amiante, etc. Donc on voit bien qu'on est sur un sujet qui fait peur, et que si on l'aborde toujours par le risque, par l'alarmisme, on n'y arrivera pas.
Alors du coup, je me suis intéressée à la perception du risque. Alors ça, c'est un domaine un peu plus compliqué, mais c'est essayer de comprendre comment la femme enceinte se représente les conséquences du risque, pour elle-même, pour son enfant, et à quel point elle juge que c'est grave pour elle. Bon, et ce qui est ressorti, vous allez me dire, c'était attendu, c'est que si elle ne perçoit pas le risque visuel, c'est-à-dire fumer, on a une cigarette, on la voit, un perturbateur endocrinien, il y en a partout, on ne sait pas quand on est exposé. Eh bien, cette absence de visibilité du risque, forcément, ça va être à l'encontre de la perception du risque. Elles vont pas du tout se rendre compte qu'il y a un risque. Il y a aussi une histoire d'immédiateté. Quand on leur dit, si vous prenez un risque aujourd'hui, vous risquez de donner un cancer à votre enfant demain, c'est quelque chose qui n'est pas du tout perçu. Par contre, si on leur dit, si vous êtes exposé aujourd'hui et que votre enfant risque de naître avec plein d'allergies, là, oui, il y a une vraie perception du risque. Alors, on a mis en évidence différents déterminants, l'âge, le fait d'être entouré par une figure maternelle forte, c'est-à-dire l'expérience de sa mère. J'ai envie de dire, ça compte peut-être plus que ce que va dire le professionnel de santé. Si sa mère n'a jamais eu aucun problème d'allergie ou autre, la femme enceinte ne va pas du tout être dans une perception particulière d'un risque. Ça dépend aussi de la catégorie socio-professionnelle. Ça, c'est un enjeu majeur de santé publique qui est de faire en sorte d'informer et de sensibiliser toutes les catégories socio-professionnelles parce que sinon, on va encore générer des inégalités sociales. Ça dépend également du niveau d'information et puis du caractère involontaire de l'exposition. C'est ce que je vous disais par rapport au côté fatalisme. Je n'y peux rien, c'est l'air extérieur, je n'y peux rien. Moi, je ne peux rien faire sur ce domaine. Alors, in fine, tout ça, ça montre qu'en fait, c'est très, très personnel. La façon dont on perçoit le risque, on a chacun dans cette salle une perception différente et on va chacun vouloir agir ou pas en fonction de notre histoire, en fonction de notre identité, en fonction de notre entourage. Et donc, on ne peut absolument pas modéliser ça d'un patient à l'autre ou d'une femme enceinte à l'autre. Et donc, dans toutes les recommandations qui sortent, alors vous voyez ici tout un tas de documents qui incitent les gynécologues obstétriciens à informer les femmes enceintes, avec des listes de conseils à leur donner, avec des brochures à leur distribuer. Bien, moi, je dis attention à ça, parce que si on ne prend pas le temps de travailler sur les représentations des personnes, ça ne servira à rien, tout ça. Donc, on fera des jolies guidelines, des jolies recommandations, mais on ne travaillera pas sur l'humain, et c'est ce qui fait qu'on est humain, hein, c'est justement nos choix de vie. Alors voilà, un certain nombre de brochures diverses et variées sont distribuées dès aujourd'hui dans les maternités. Pour autant, est-ce qu'elles sont appliquées ? J'en suis pas convaincue. Alors, in fine, vous avez compris, moi je fais partie des gens qui considèrent qu'informer ne suffit pas, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas, parce que ça peut générer de la culpabilité, de l'anxiété, du déni. Donc il vaut mieux agir sur d'autres vecteurs, et le vecteur que je préconise, c'est l'éducation pour la santé. Alors je vais terminer là-dessus. Dans l'équipe de recherche, nous avons du coup développé un projet, et ce projet est tellement, collaboratif qu'il a nécessité de mettre en place un dispositif avec plusieurs partenaires. Alors ce dispositif, ça s'appelle DISPROSE, dispositif de recherche interventionnelle en promotion de la santé environnementale. Il s'agit de réunir des acteurs de terrain, c'est-à-dire des associations d'éducation à l'environnement, des associations d'éducation à la santé, la Mutualité française, des professionnels de santé, d'associer également des décideurs. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous la DREAL, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du logement, l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et également depuis peu les collectivités territoriales qui nous accompagnent. Et puis nous avons aussi associé des chercheurs, donc l'épidémiologiste que je suis, mais également des chercheurs en sciences humaines et sociales, parce que pour comprendre les comportements de santé, il faut qu'on comprenne comment fonctionne un individu. Des chercheurs aussi en économie de la santé, parce que ça nous semblait intéressant de pouvoir montrer que notre action était non seulement efficace, mais aussi efficiente. Alors c'est quoi notre action ? C'est ça, c'est en fait une intervention, un programme composé de 3 ateliers thématiques pratiques, où on va aborder successivement la qualité de l'air intérieur, les aliments et les produits de sang corporel. Donc le programme est baptisé « Ma maison, mon environnement santé ». C'est constitué sous forme de groupe où les femmes enceintes sont réunies comme elles le seraient dans un cours de préparation à l'accouchement. Donc on est plutôt autour de 10 femmes sur des groupes de 2 heures. Et la spécificité de notre programme, c'est qu'il a lieu dans un vrai appartement. Notre hypothèse était que le fait de positionner les personnes chez elles, dans un vrai contexte de vie, fait qu'elles vont peut-être mieux apprendre, mieux comprendre et mieux échanger entre elles. Parce que l'idée, c'est que y ait des trucs et astuces qui s'échangent, des trucs et astuces du quotidien, comme le font beaucoup nos amis canadiens.
Alors, cet appartement témoin, aujourd'hui, est positionné au 5e étage d'un HLM d'un quartier de Grand Poitiers, qui s'appelle les Couronneries. Et demain, on va avoir un autre lieu, puisque, je reviendrai là-dessus, un autre lieu, puisqu'on va ouvrir au CHU de Poitiers un espace qui s'appelle la Maison de la Santé Publique, qui est une vraie maison avec des vraies pièces de 400 mètres carrés, qui va permettre de sensibiliser les femmes enceintes, bien sûr, puisqu'on aura la chambre du bébé, mais au-delà. Notre ambition, c'est de sensibiliser toutes les personnes qui viendront dans ce bâtiment, donc les patients, leur entourage, mais également la population générale et bien sûr les professionnels de santé. Alors, juste pour vous dire, avant de revenir sur les professionnels de santé, que du coup, comme on voulait que ce soit transférable, que cette idée qu'on a eue d'atelier puisse montrer qu'elle est efficace, j'espère qu'elle le sera, mais sans nul doute, on a bien sûr fait un protocole de recherche assez lourd où on va tirer au sort certaines femmes qui vont bénéficier de l'atelier dans le logement, d'autres qui vont bénéficier des ateliers mais en dehors du logement, et enfin d'autres qui bénéficieront uniquement de l'information classique. Et donc, dans cette maison de la santé publique, je vous le disais, notre objectif, c'est de sensibiliser les professionnels de santé parce qu'au CHU de Poitiers, nous avons l'ambition, comme dans d'autres hôpitaux, aujourd'hui en France, on n'est pas du tout les premiers, de réfléchir à nos pratiques. Et je vous ai dit tout à l'heure, les phtalates sont dans les dispositifs médicaux. Donc on a engagé un travail il y a déjà quelques temps de réflexion sur les composés justement de nos dispositifs médicaux. Et notre équipe de recherche travaille aussi beaucoup sur ces aspects-là, notamment sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les médicaments et les solutions alternatives au choix de ces médicaments sans perturbateurs endocriniens. Alors tout ça, évidemment, je vous ai présenté un aspect assez individuel d'action sur les femmes enceintes. Il ne s'agit pas d'oublier tout ce qui existe par ailleurs et qui fonctionne, mais qui a ses limites. C'est tout ce que font les politiques publiques, qu'on peut appeler globalement le principe de précaution. Donc on continue à chercher et puis on continue à agir. C'est-à-dire on surveille les pesticides qu'on a dans nos eaux, on alerte la population, on substitue des polluants, avec de préférence des polluants qui ne soient pas plus toxiques que les premiers. On va taxer, on va interdire, on va réglementer. Tout ça, ça a des limites, mais tout ça, c'est nécessaire. Et donc, je laisserai bien sûr André Cicolella revenir sur l'ensemble des actions qui sont menées par son réseau et qui sont fort efficaces au niveau des collectivités territoriales. Et enfin, je voudrais terminer par là pour vous dire qu'une des actions, c'est aussi le fait d'être là. C'est ce qu'on appelle le renforcement communautaire. Le fait que des associations de consommateurs se mobilisent, informent la population. Le fait qu'il y ait des débats, des discussions. Il y en a eu une récemment à Poitiers. Et puis le fait d'être là avec vous ce soir, ça participe aussi à la réduction de l'exposition, de notre exposition à tous à ces molécules. Je vous remercie beaucoup de votre attention.